Je vais appeler nos débatteurs, nos orateurs qui vont venir à mes côtés pour ce dernier débat de la journée sur le système de santé, la financiarisation et santé, quelle compatibilité? Donc je vais appeler Madame Elisabeth Gourmand, conseillère nationale du CNOM, Maroussia Galperine, avocate au barreau de Paris. Si vous voulez bien vous installer, Madame Gourmand, sur ce siège. Maroussia Galperine, peut-être au milieu si vous le souhaitez. Jean-Charles Bourras, membre du bureau de l'URPS de Nouvelle-Aquitaine, qui est radiologue. Gérard Raymond, président de France Assos Santé. Et Frédéric Bizard, qui était avec nous tout à l'heure, à qui je demande de bien vouloir nous rejoindre également à présent, si il n'est pas trop loin. En tout cas, il va peut-être nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Et également Yann Bourgueil, membre de la chaire Santé à Sciences Po. Merci de bien vouloir vous installer. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Ça fera venir Monsieur Bourras et également Monsieur Bizard, qui était certainement pas très très loin d'ici. Je vais installer une chaise en plus, parce que du coup... Ouais, et moi c'est... Non. Non, madame. Non. Alors, Madame Elisabeth Gourmand, je vous laisse le soin d'introduire ce débat qui, on l'a senti en préparant, était un petit peu agité. En tout cas, le terme de financiarisation, on a senti qu'il manquait de définition. Est-ce que vous pouvez, vous, nous donner votre définition, ou en tout cas ce que cela pourrait être? Alors, on va bien sûr parler de financiarisation en santé, mais je tenais quand même à vous préciser ce que nous avons discuté sur la financiarisation en médecine et qui concerne les médecins et l'ordre des médecins plus particulièrement. Qu'est-ce que le CNOM entend par financiarisation de la médecine? C'est la prise de contrôle et la direction par des financiers de l'exercice de la médecine. Je ferai un rappel des règles de déontologie. D'abord que l'ordre est garant de l'indépendance professionnelle du médecin. Le médecin ne peut pas aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. La médecine ne s'exerce pas comme un commerce. La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. C'est l'article R 4127-19. Et le médecin doit aux patients des soins de qualité, consciencieux, conformes aux données de la science. Il doit élaborer son diagnostic avec les méthodes scientifiques les mieux adaptées afin de ne pas faire courir des risques injustifiés aux patients. L'exercice médical se pratique soit en exercice individuel, mais de plus en plus, les médecins exercent en société, en particulier en SEL, Société d'exercice libéral. Les médecins doivent communiquer leur contrat, c'est une obligation légale, réglementaire dans le Code de santé publique, tout contrat qui les lie à un autre médecin, un autre professionnel de santé, que ce soit aussi des contrats salariés en établissement public ou privé. Le médecin doit informer l'ordre de toute modification ou résiliation de contrat pendant son exercice. Pourquoi je fais toutes ces précisions et tous ces rappels? C'est parce que nous n'avons pas vu venir cette modification des sociétés d'exercice de la médecine. Récemment, et surtout depuis 2021, sont apparus, en dehors de la biologie qui était déjà investie par les financiers, des contrats conclus avec un tiers financier. Nous étions sous la loi de 90, ça fait une trentaine d'années, qui avait permis aux investisseurs d'investir justement les SEL jusqu'à 25%, et on pensait que ce taux pourrait nous garantir dans notre exercice et que nous n'étions pas menacés. Mais nous avons constaté qu'effectivement, par l'intermédiaire de comités stratégiques et de contrats complexes, qu'il y avait un contrôle effectif et total de sociétés d'exercice de la médecine par des financiers au moyen de ces divers mécanismes qui, bien sûr, via l'indépendance professionnelle, vont modifier la qualité des soins et l'offre de soins. Donc les deux sont liés, l'exercice professionnel indépendant du médecin. On exige de lui une qualité des soins qui soit conforme aux données acquises de la science et de ce qu'il a appris et ce qu'il est en droit de demander à la société. Mais en a-t-il aujourd'hui les moyens? Donc,
c'est paru un peu dans la presse. Vous avez vu qu'on a commencé à écrire et à faire une première sanction d'une société qui s'est vue retirer son droit d'exercice et qui est actuellement sous contrôle pour pouvoir recommencer à exercer correctement. Et la discussion est ouverte sur, aujourd'hui, la financiarisation, non pas seulement des selles, mais en santé. Oui, sur les définitions, on était en train d'en débattre, on faisait juste un petit point. On se demandait si effectivement vous venez de sortir ce communiqué, quelle incidence ça peut avoir pour le Conseil national de l'ordre, parce que ce terme financiarisation, en préparant, on a bien vu que quelque part, j'ai même entendu, c'est un peu le diable. Donc ça serait intéressant de vous entendre. Alors Gérard Raymond, je vois que vous haussez un petit peu le sourcil droit. Alors, prenez le micro si vous voulez bien, et j'aimerais bien vous entendre sur ce point. Allez-y. Oui, non, mais attendez. Après, je veux remercier le président de nous avoir invités. C'est bien quand même qu'il y ait de temps en temps un patient qui parle, et il en reste quelques-uns, c'est bien. Et puis surtout, je trouve que m'inviter sur ce sujet-là, c'est quand même beaucoup d'humour, parce que je suis un bénévole, moi, et parler de financiarisation, c'est quelque chose qui quand même nous dépasse. Alors, dans la fois j'ai réfléchi, effectivement, je suis légitime pour parler de financiarisation, puisque je n'ai pas de lien d'intérêt avec qui que ce soit, si ce n'est que la structure que je préside à l'heure actuelle est financée à 100% par l'État. Voilà, donc bon, on est tranquille avec ça. Mais je peux quand même effectivement avoir un avis sur la financiarisation, la dérive de la financiarisation de notre système de santé et des acteurs du système de santé qui la composent, effectivement. Voilà. Alors après, je peux développer si vous voulez, oui, ou je reviendrai tout à l'heure. De toute façon, on va faire tourner un petit peu la parole. C'est effectivement, mais Frédéric l'a bien dit tout à l'heure, c'est que nos difficultés aujourd'hui de perte de sens des métiers et de l'organisation et du système de santé font qu'effectivement, à un moment donné, les acteurs du système de santé peuvent perdre effectivement le sens, la valeur, la déontologie et se laisser peut-être attirer par des profits ou des fréquentations, des tentatives mercantiles qui peuvent effectivement les dévier un petit peu. Et forcément que ça ne peut que oui, inquiéter sur l'avenir du système de santé, mais aussi sur la qualité de la prise en charge du produit, du rendu par les professionnels de santé pour les patients. Monsieur Bizarre, ça dit quoi du système de santé, finalement, quand on parle de financiarisation, de ce diable qui serait rentré un peu, ou on aurait ouvert un peu la boîte de Pandore? Ça dit quoi de notre système? Ça dit qu'il est mal régulé, ou il a été mal régulé. Tout ça est un problème de régulation. Il n'y a pas de gentils et de méchants, mais il y a des modèles économiques. La financiarisation, c'est la constitution d'entités privées de grande taille qui se constituent par une méthode de fusion-acquisition selon la méthode des hedge funds qui vise à maximiser les profits et à prendre un maximum de pouvoir de marché pour justement casser toute possibilité de régulation. D'accord ? Bon. Donc c'est ça la chose. Alors où est-ce qu'elle s'est faite ? Elle s'est faite bien avant le cœur du système médical, elle s'est faite dans les EHPAD. Pourquoi elle s'est faite dans les EHPAD ? Parce que dans les années 2000, on avait un manque de structures criantes et on savait qu'il y avait une demande qui allait croître de façon très importante et que l'État a été très, très content de trouver des financeurs privés plutôt que d'y mettre de l'argent public. Donc tapis rouge sur toutes les autorisations et pour tous ces groupes qui sont partis quand même de petites sociétés pour devenir des groupes qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, français, comme ça. Bon. Et donc ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'était une erreur de constituer ces groupes privés. Ce que je dis, c'est que ça a échappé à la main de l'État pour aller jusqu'à de la maltraitance des résidents pour maximiser les profits. Vous voyez, c'est le modèle. Et ces gens à la tête des EHPAD ne sont pas des affreux, mais le modèle échappe à tout le monde. Parce que ceux qui détiennent les capitaux sont très loin de l'endroit. Donc, on a à nouveau ouvert la boîte de Pandore pour différentes raisons dans les années 2010 avec la loi
une loi Bachelot, par exemple, dans la laboratoire de biologie médicale, où on a dit « Ah, c'est 4000 laboratoires indépendants, ça va pas, il faut améliorer la qualité ». Donc on a monté l'exigence de qualité très bien, mais on l'a monté tellement haut que, de toute façon, les investissements n'étaient pas possibles à l'échelle individuelle. Donc les fonds sont arrivés pour consolider. 70% aujourd'hui des laboratoires sont dans les mains de 6 groupes et demain seront dans les mains de 2 groupes. Et cette régulation va échapper à l'État. Donc si vous tirez le fil de cette financiarisation, forcément, vous arrivez à ce que Hardin a élaboré en 1968, c'est-à-dire la tragédie des biens communs. C'est-à-dire que tout le monde veut tirer la couverture à soi, donc il n'y a plus de sécurité sociale. Ça ne fonctionne plus avec un bien commun dont le centre est c'est ça que je veux dire. Donc, vous voyez, on en revient au modèle. Une fois, je ne dis pas c'est affreux et tout, mais soyons cohérents. Oui. Si on laisse la financiarisation perdurer, on tue le modèle français. Ça, c'est la chose. Le deuxième point qui me paraît important, et là, le Conseil national de l'ordre, et l'ordre est au cœur de cette problématique, c'est le problème de l'indépendance professionnelle des soignants, en particulier des médecins. Ça, oui. Parce qu'à partir du moment où vous avez une financiarisation, vous avez une perte, puisque on l'a vu lorsque ça a été les plus dévoyés, ces centres dentaires, avec des affairistes qui les montrent, et avec des objectifs commerciaux pour des dentistes qu'on va chercher le plus loin possible pour qu'ils aient le moins de pouvoir possible. Enfin bon, tout ça, c'est pas de la science-fiction, c'est pas de la dystopie, ça existe, et il y en a encore. Alors oui, la Caisse d'assurance maladie dit « Ah bah oui, on va les déréférencer ». Enfin, tout ça était prévisible avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même comprendre un petit peu les logiques. Et là, je pense que l'ordre a un rôle très important. Le seul problème, c'est qu'attention à ne pas laisser cette financiarisation trop se développer, parce que quand c'est trop tard, vous ne revenez pas en arrière. Et est-ce que c'est déjà pas trop tard ? Pas, par exemple, dans les soins primaires et les soins secondaires aujourd'hui. Non, mais vous parlez des laboratoires, on va demander des radiologues aussi. Donc la notion d'indépendance professionnelle, elle est la clé. Je ne vais pas prendre trop de temps. Mais il y a, par exemple, vous voyez, il faut faire attention à ce que... Moi, j'ai écrit le poison de la financiarisation dans la tribune dans les Échos. Donc, mais à la fois, je suis un grand défenseur de la mixité du système public et privé. Vous voyez, il n'y a rien de contradictoire à ça. Pourquoi ? Je vous prends l'exemple où il faut modérer ce système. Vous avez des grands groupes privés dans l'hospitalisation. Mais vous savez, ce qui évite les dérives, alors qu'il y a vraiment des groupes très importants, Elsan et Ramsay, pour pas les... vous savez qu'ils sont des groupes. Mais là où dans ce système-là, vous avez un espèce d'effet tampon par rapport au risque de la financiarisation, vous savez quel est cet effet tampon ? Non, dites-moi, je vous attends. C'est qu'en fait, ce sont des médecins libéraux qui sont à l'intérieur et qui font tourner le truc. D'accord. Eux sont des hôteliers. Et les médecins libéraux, ils sont responsables devant l'ordre, devant les tribunaux, oui, devant les choses. Et les médecins libéraux, on peut en penser ce qu'on veut, mais leur objectif, c'est pas de maximiser les profits, c'est d'avoir des revenus cibles. Ce qui est très différent. C'est d'avoir un revenu décent. Ils ne cherchent pas à maximiser le profit. Vous voyez, ce n'est pas des capitalistes, entre guillemets. Et donc, c'est bien notre... je te le dis. C'est bien... mais là-dessus, on ne vous retrouvera pas, on est d'accord, mais... Donc, vous voyez, attention, c'est une notion qui est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air, et attention à ce que ça ne... Et j'ai bien aimé ta prudence dans le fait que dire attention à ne condamnons pas et n'allons pas jusqu'à condamner le secteur privé en y mélangeant tout. Il y a la mauvaise financiarisation, celle des EHPAD, celle de la biologie médicale, celle des centres des radiologies, de choses, parce que celle-là, son but, c'est d'échapper à la régulation. Et il y a une financiarisation qui est potentiellement intéressante parce qu'elle amène du capital pour de l'innovation et pour améliorer la qualité des soins. Celle-là, il faut la prendre, mais tout en s'assurant qu'on est bien capable de la réguler et qu'elle garantit bien l'indépendance professionnelle des soignants. Pour arriver jusque-là, on a encore un petit peu de travail. Et oui. Bien sûr. Monsieur Bourras, vous êtes radiologue, vous êtes membre du bureau de l'URPS de Nouvelle-Aquitaine, radiologue. Quand tout à l'heure vous parliez de mauvaise financiarisation, vous avez parlé aussi des radiologues. Je voudrais avoir votre sentiment sur tout ça. Comment vous vivez ça au quotidien, vous ? Alors, le quotidien, c'est disruptif, pour utiliser un terme macronien. Comment on aborde le sujet? Alors, il faut dire que je suis aussi vice-président de la FNMR, qui est le syndicat des radiologues, mais que je suis aussi président d'un groupe de cliniques qui appartient encore pour partie aux médecins et pour 40% au groupe Elsan. Et je suis d'accord avec la différence entre la financiarisation entre guillemets des cliniques et celle de la radiologie ou de la biologie actuelle. Pour moi, le sujet,
quand on aborde ça, on l'a réfléchi très en amont, parce que le principal problème, c'est de dire, finalement, il y a une financiarisation, les causes, elles ont été brillamment mises dans de nombreux articles par mes voisins, mais qu'est-ce qu'on peut dire au pouvoir public pour leur dire, est-ce que finalement, ça a une incidence sur vous professionnelle, mais l'incidence sur la prise en charge des patients, est-ce qu'elle va être altérée? Et finalement, pourquoi vous nous dites que vous deviez rester aux manettes des entreprises de radiologie, pour citer l'exemple de radiologie, mais on peut reproduire sur l'ophtalmo, sur des tas de choses. Alors, moi, sur le sujet, c'est assez clair. Et je peux le dire aussi parce que je suis président d'une clinique indépendante. On peut le dire sur l'emploi, par exemple. L'emploi des gens qui travaillent dans les cliniques. Nous, on a eu des problèmes de grève. Bon, 2 jours de grève, même pas. On a reçu les employés et on a donné le peu de dividendes qu'on avait de la clinique, on l'a donné pour arrêter la grève. Et pourquoi on a fait ça ? Parce que c'est notre outil de travail. Et puis les patients, on n'envisageait pas de les faire attendre. Donc ça, c'est une grosse différence. La deuxième différence, c'est l'investissement. On travaille sur nos machines, donc on les choisit. Et on ne choisit pas toujours la moins chère, parce que c'est nous qui travaillons dessus. La troisième chose, c'est l'accès aux soins, l'accès aux actes. On mutualise les actes, et on l'a vu dans certains rachats. J'en connais au moins 2 exemples. Il y a des actes qui sont mis de côté parce qu'ils sont moins rentables. Par exemple, la mammographie. On va privilégier des actes d'imagerie lourde, notamment d'IRM, et on va supprimer des plages de mammographie. Dans d'autres secteurs, et notamment dans celui qui a été évoqué par ma consoeur, on supprime l'échographie thyroïdienne, parce que l'échographie thyroïdienne, c'est long, il faut décrire, la Société française d'endocrino dit qu'il faut décrire tous les nodules, c'est long, c'est pas rentable, donc on supprime. Voilà. Ensuite, sur la pertinence des actes, bon, je pense qu'on l'a vu dans les déviés, là aussi ça a été évoqué par Frédéric Bizard sur les centres dentaires, etc. Là, ce n'est pas les professionnels qui vont multiplier des actes inutiles. Non, contrairement à ce qu'on peut parfois évoquer, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Donc il y a vraiment des grandes différences. Alors après, je finis. Il y a quand même ce sujet, on l'a essayé avec un certain nombre de radiologues, parce qu'on l'a vu venir, hein, la financiarisation, elle n'est pas arrivée comme ça. Il y a eu bien sûr tout ce qui vient d'être dit, et puis il y a eu Biogiste avec nous, avec qui on avait beaucoup discuté. Donc on a essayé de dire en amont, voyons, comment ça s'est passé. On est passé, ma génération, on s'est installé dans des groupes de 2, 3, 5, 6 radiologues, c'était déjà un groupe énorme, et puis on a réussi à faire des fusions nous-mêmes. Mais faire des fusions nous-mêmes avec des sociétés, et c'est vrai que les pouvoirs publics qui nous ont donné l'outil des SEL pour le faire, ça prend des années, alors que les financiers, ils arrivent, ils ont leur chéquier et ils vous provoquent ça. Bon, alors moi je le dis aussi, c'est pas un conflit d'intérêts, mais j'ai participé à la création du groupe Vidi, qui a été une centrale d'achat, parce qu'en fait les financiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent tout de suite, ils font des économies sur l'achat. Moi, j'avais rencontré un jour le créateur du groupe de cliniques Vitalia, qui a été racheté après. Il m'avait dit, moi c'est simple, hein, j'achète une clinique, mes orthopédistes, je leur donne 2 modèles de prothèses, et puis je fais 50% d'économie. Voilà. Donc on a commencé par faire une centrale d'achat. Le problème, c'est que cette centrale d'achat a eu beaucoup de succès. On a été 1000 radiologues. Mais derrière, l'échiquier arrive de la financiarisation, ils prennent des gens qui font partie de la centrale d'achat, et on est obligé de créer un fonds d'investissement purement professionnel. Voilà. Maroussia Galperine, en tant qu'avocate, je voudrais là aussi avoir un petit peu, votre définition à vous du terme financiarisation, et après je prendrai un exemple de votre exercice qui permettra peut-être de mieux nous éclairer. Oui, je vous remercie. Quand vous m'avez invité pour parler de cette table, 2 mots sont venus dans ma pratique, coopération et concurrence. Ces 2 mots, à mon avis, peuvent définir largement tous nos problèmes sur la financiarisation.
On vient d'entendre les problèmes journaliers que rencontrent les praticiens quand, effectivement, dans les établissements de santé, on a des acheteurs. Et c'est une bonne chose, ça permet de rationaliser. Ça permet aussi, et ça je l'ai vécu pour le coup avec des chirurgiens digestifs, avoir la possibilité, lorsqu'on a un tsunami à l'autre bout de l'Asie, essayer de travailler avec d'autres dispositifs médicaux pour que ça fonctionne. Donc il n'y a pas qu'un côté négatif des choses. Là où je vous rejoins, madame, bien sûr, c'est ce qui prime, pour moi en tout cas, c'est l'indépendance. L'indépendance du praticien et le choix. Donc, dans la vie quotidienne, les praticiens peuvent être confrontés à... Vous avez listé 2-3 dispositifs médicaux ou 2-3 façons de travailler, et finalement, si vous avez envie de travailler avec un autre dispositif, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut aller demander l'autorisation? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que le contrat libéral le définit? Vous le savez. Et sur l'innovation, les grands groupes, eux, arrivent à écouter quand même les praticiens pour innover. Je pense que quand on montre l'intérêt du projet, les financiers écoutent. Et le sachant est quand même le praticien. J'ai rarement vu un directeur d'établissement me dire c'est pas mon problème, je vais les tenir. Parce que, par exemple, si on prend un chirurgien, le milieu du bloc opératoire est un endroit que je connais très bien. Un chirurgien heureux est un chirurgien qui ne vous ennuie pas. Un radiologue heureux est un radiologue qui ne va pas poser de problème dans le cadre de son contrat d'exercice. Donc, je serai plus mesurée. En revanche, la difficulté, c'est le poids. Pour moi, encore une fois, dans ma pratique, il y a eu un autre élément. Si je prends les chefs de service qui sont confrontés désormais à gérer de la finance, il y a quand même la T2A a ouvert des choses. Il faut quand même le dire. Elle a permis certains actes, une dérive de certains actes. D'un autre côté, cette comptabilité, elle est très complexe. Vous avez une nomenclature qui, je trouve, très claire. Par contre, vous avez une augmentation de codification qui est tout à fait diabolique, pour le coup. En tout cas, difficile pour un non-médecin à suivre. Et même, elle est rétrécie. On a vu tout un temps des difficultés pour expliquer la comptabilité et les finances aux praticiens, alors qu'ils en avaient la responsabilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les associer, bien au contraire. Mais comme vous le dites, il n'y a que vous, à mon sens, médecin, qui pouvez déterminer la pertinence des soins. Et ça c'est une certitude pour moi. Madame Gormand, peut-être juste sur ça, parce que c'est important que le médecin soit remis au centre. Vous avez donné d'autres définitions de la financiarisation. La finance, elle existe sous deux formes pour nous. Il y a le banquier, tel qu'on le connaît, qui est un prêteur, qui va accompagner une société, qui va rallonger un prêt, qui va investir dans des start-up, qui va investir auprès de sociétés d'exercice libéral, de la radiologie ou de l'ophtalmologie, mais il ne rentre pas à l'intérieur de l'exercice des praticiens. Il accompagne. Et puis, il y a le private equity, et ça peut être BPI France ou Euraseo, puisqu'ils sont français, parlons de ceux qui sont français, ont à la fois un système de banque qui a une éthique et qui accompagne, et il y a les fonds privés, les private equity, que personnellement je n'ai jamais pu approcher, alors que les banquiers répondent, il n'y a pas de transparence, à mon sens, et qui, eux, entrent et demandent à investir les sociétés d'exercice. Oh, même pas à 25%, moins, parce qu'il y a des montages financiers qui permettent d'avoir stratégiquement le pouvoir total sur la gestion. Et un private equity, quel est son but? Tout à fait honnête, c'est de gagner de l'argent. Bien sûr. D'avoir une rentabilité. Il n'a pas d'objet, l'objet social ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement la rentabilité. Or, nous, quand on doit regarder les contrats, c'est le droit des sociétés. Ce n'est pas notre métier. Nous avons le code de santé publique. Nous sommes là pour faire du soin. Donc, notre but, comme vous l'aviez très bien dit, c'est de faire du soin correctement. C'est sûr qu'il faut rationaliser nos façons d'exercice, mais pas en faisant entrer financier à l'intérieur. Je crois que c'est important. La finance, oui, elle est au niveau de l'État, au niveau du privé, du public. On travaille tous avec les banques, mais le mode de fonctionnement et le mode de contrat avec eux est tout à fait différent dans les deux cas. Alors, on va interroger, juste avant de vous laisser la parole, évidemment, vous êtes intervenu plusieurs fois, mais Yann Bourgueil n'est pas encore intervenu, pardon. Yann Bourgueil, dans votre chaire à Sciences Po,
ce terme, votre approche par rapport à tout ça, et par rapport à ce début de débat, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci, bonjour. Moi, je m'appuie sur un travail que vous pouvez trouver en ligne sur le site de la Chaire Santé. C'est une note que nous avons réalisée, qui était à l'origine une demande aussi de l'assurance maladie, qui s'est beaucoup inquiété de ce phénomène et qui l'a mis dans son dernier rapport chargé produit. Peut-être, il faut comprendre, la financiarisation, ça ne concerne pas que la santé. Et les vétérinaires sont extrêmement touchés aussi, toutes les professions libérales. Et l'ordonnance du 8 février 2023 qui donne des armes maintenant au Conseil de l'Ordre pour contrôler les pactes d'actionnaires, etc., l'ordonnance, elle s'adressait à l'ensemble des professions libérales, comme la création des selles. Donc il faut bien comprendre qu'il faut remettre ça dans un ensemble. Elle n'est pas donc, ça ne concerne pas que la santé, et surtout c'est mondial. La plupart des pays aussi sont confrontés à ce phénomène, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, où ça galope bien entendu de façon, je dirais, très spontanée, puisque c'est le marché là-bas qui régule en fait le système, beaucoup plus que chez nous. Donc, Madame Gormand, moi je rejoins exactement ce qu'elle dit, c'est-à-dire que la financiarisation, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est finalement un changement de propriété d'une entreprise privée. Le système de soins français, il est majoritairement privé. Le financement est public, mais l'offre est privée. La plupart, quasiment tous les médecins en ambulatoire sont privés. Toutes les professions non médicales sont libérales et une partie de l'offre hospitalière est privée. Donc finalement, le système est majoritairement privé. Donc c'est quoi la financiarisation? C'est le rachat des... C'est pas une privatisation, c'est un rachat de structures privées et par des acteurs dont l'objectif principal, c'est de maximiser la satisfaction des actionnaires, de générer du profit. Et pour ça, il faut prendre le contrôle de l'organisation pour qu'elle soit plus efficiente et plus générateur de rentabilité. Alors, la financiarisation ne signifie pas nécessairement plus d'efficience, ne signifie pas non plus nécessairement plus de productivité, c'est vraiment des notions qu'il faut dissocier. Donc ça, c'est très important à dire, parce que si la financiarisation se développe, c'est qu'il y a des médecins qui vendent. Voilà. Donc après, il y a des tas de raisons pour le faire, mais ça, il faut quand même bien le comprendre. Donc ça, c'est très important, puisque un des enjeux, c'est peut-être de contrôler ça, mais ça veut dire aussi peut-être faut-il interroger les médecins qui refusent de vendre et qui résistent à la financiarisation. Comment font-ils? Pourquoi? Comment y arrivent-ils? La deuxième chose, et je crois qui est très importante, c'est que on est dans un moment favorable à la financiarisation. Il y a beaucoup de capitaux circulant à l'échelle mondiale. Il faut comprendre que quand on est à Canberra, à Londres ou à New York et qu'on gère des milliards, on regarde la France et on se dit une demande de soins croissante, solvabilisée quasiment intégralement à 100%, un payeur unique et un besoin de fonds de roulement négatif parce que le remboursement est très rapide, voilà, ça suffit. On arrive et on achète. Et en plus, qu'est-ce qu'ils voient? Beaucoup de médecins qui vont partir à la retraite. Donc, des gens susceptibles de vendre. Et puis, deuxième chose, un besoin de transformation. En fait, le moment, c'est qu'on n'a pas arrêté de parler de ça toute la journée. On n'a pas arrêté de parler de transformation de l'organisation, relation ville-hôpital, nouvelles formes d'organisation, métiers intermédiaires, développement du numérique. Tout ça, ça nécessite de l'investissement, mais aussi de la transformation des organisations. Et qu'est-ce qu'ils apportent, les financiers? Ils apportent du savoir-faire en termes de système d'information, gestion de ressources humaines, organisation des locaux, standardisation des pratiques. Et puis, bien sûr, ils vont chercher. Et finalement, ils répondent à ce besoin. Donc, ça veut dire que ce n'est pas incompatible. Mettez bien vos mains au-dessus du micro, sinon on ne vous entend pas, s'il vous plaît. Mais encore une fois, ça dépend ce dont on parle. La financiarisation qui conduit à casser la régulation est incompatible avec un modèle solidaire. Ce n'est pas incompatible avec un modèle qui se révèle à l'américaine non solidaire. Yann Bourgueil a parfaitement raison de dire que ça touche d'autres systèmes. Il a parfaitement raison de dire que c'est un changement de propriété, mais il faut aller jusqu'au bout de ce changement-là. Madame a raison de dire c'est comme l'administration française. La financiarisation, c'est-à-dire que vous ne voyez jamais ceux qui décident. Parce que ceux qui décident et qui ont les capitaux, ils sont bien loin. D'accord? Donc, ils n'ont strictement aucune notion et aucun objectif. Non, mais c'est une réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Aucune notion d'objectif de santé publique, c'est normal, puisqu'ils sont dans la maximisation. Cette maximisation du profit n'est pas compatible avec un modèle sécurité sociale. La Sécu n'est pas là pour financer 30% de retour sur capital. Bon. Pourquoi est-ce que la financiarisation
est au bord du système de santé français, même si elle a déjà est investie déjà. Non, mais elle a déjà pénétré sur le secteur. Ne généralisons pas tout. Mais pourquoi? Et comment est-ce qu'elle s'est développée? Ce matin, j'étais pas là, mais j'ai entendu Hubert Luetet qui disait l'assurance maladie parlait d'alignement des planètes. C'est pas un hasard si c'est fait. Et je vais en venir à toi. Sur le truc, qu'est-ce qui favorise ce transfert de propriété? C'est la pression tarifaire. Il n'y a rien d'autre. À partir du moment où les libéraux, on use les libéraux pour équilibrer, puisqu'eux n'ont pas le choix que d'équilibrer leur compte et de s'assurer un modèle, à un moment, ça lâche. Le meilleur moyen d'accélérer la financiarisation, c'est de ne pas augmenter les médecins. Quand je t'entends couiner, quand il faut augmenter de 2-3 euros les médecins généralistes, tu favorises la financiarisation. Je vais le convertir à l'exercice libéral, il y a un peu de travail, mais il y a un peu de boulot. Mais après, de savoir qui paye, ça c'est un autre problème, si c'est le patient ou pas. Mais c'est un autre problème. Attends, il y a des médecins qui... Tu ne crois pas qu'il y a des patients qui abusent aussi? Il n'y a pas que des médecins qui abusent. Donc il y a des patients qui abusent, on est obligé de les taxer, les lapins de Garenne, t'as vu les trucs. Bon, donc ça va. Bon, donc si on a favorisé, fait basculer des milliers de laboratoires de biologie médicale dans les grands groupes, c'est en mettant à la pression tarifaire. Et pourquoi ça aligne les planètes? C'est que l'État et l'assurance maladie, dans un premier temps, se disent c'est pas mal ce truc en fait. Parce qu'on a toujours un service qui, dans un premier temps, ne baisse pas de qualité, dans un premier temps, pour acquérir du pouvoir de marché, il faut séduire, et ça me permet de faire des économies. C'est quand même pas mal, parce qu'on baisse toujours le seuil de rentabilité. Mais ça ne peut pas durer éternellement, ça. Et ça baisse jusqu'au moment où on a saturé le marché, comme c'est le cas notamment pour la biologie médicale, où ces groupes sont de plus en plus fragiles, bien plus fragiles que ceux qui sont restés indépendants aujourd'hui, d'ailleurs, et donc ils vont se fusionner entre eux, et on va arriver à un ou deux groupes. Vous voyez, c'est ça le phénomène. Donc, si l'assurance maladie veut vraiment contrer cette financiarisation, il faut d'abord que l'État le fasse, parce qu'en effet, ce n'est pas le CNOM qui va avoir une armée de consommateurs, parce que ces gens ne connaissent rien à la santé publique, mais ils sont des stratèges en montage financier et en montage juridique. C'est leur cœur de métier. Donc, il y a, ni l'État, ni le CNOM, ni la CNAM ne peut rivaliser avec ça. Donc, là aussi, il faut être cohérent. Si on veut, et encore une fois, c'est une décision politique, si on veut aller plus loin dans la financiarisation, il va falloir armer tous ces corps-là de cette capacité à pouvoir s'assurer qu'il y a bien l'indépendance professionnelle, et on en est très loin de tout ça. Donc, je pense qu'en valorisant mieux l'exercice libéral, on protège, avec tout ce que tu veux à côté, mais on protège de cette financiarisation. Et on voit bien que ce n'est pas tout à fait le chemin que l'on prend aujourd'hui si on regarde cette négociation conventionnelle, si on regarde les tarifs. Moi, c'est pour ça que je résiste un petit peu à cette volonté de faire des économies pensant qu'il suffit de travailler davantage et d'avoir plus de productivité. Non, on bascule dans la financiarisation avec la pression tarifaire. Yann Bourgueil, vous vouliez réagir? Oui, parce que je crois que c'est un peu trop... court de refuser de s'opposer à la financiarisation en disant qu'il faut revaloriser l'exercice libéral. Je pense que ce qu'il y a quand même en jeu, c'est aussi de moderniser l'exercice libéral, c'est-à-dire d'adapter les organisations aux besoins de la population, ce que, d'une certaine façon, font aussi, et sans doute beaucoup plus mal que les professionnels de santé, à la fois pour les professionnels de santé et pour les patients, les opérateurs extérieurs. Et je pense qu'un des problèmes de fond, c'est que le monde professionnel doit lui-même produire, alors sans doute pas tout seul, et il a peut-être besoin d'être aidé pour ça, mais des nouveaux modèles d'exercice, d'organisation qui vont permettre en fait de répondre aux besoins, parce qu'il y a quand même un sujet, on n'a pas arrêté de parler de ça aujourd'hui, de répondre aux besoins de la population. Et les modèles historiques et défendre la revalorisation, ça ne suffit pas. Il faut aussi des modèles nouveaux. Et c'est ça, je pense, le sujet. Il faut des opérateurs pour faire les transformations. Ils peuvent être publics. Il y a aujourd'hui le conseil départemental de la Saône-et-Loire qui organise des centres de santé pour répondre aux besoins d'accès à la population. C'est très critiqué, mais il répond aux besoins. Il faut mettre plus de services publics aussi. Ça peut être cette forme-là. Dans la note, on envisage plusieurs scénarios d'évolution. Si vous voulez, je pense qu'il y a un besoin de financement
Hein, il y a besoin de financement. Donc, il n'y a sans doute pas assez de finances. Il y a un besoin aussi de transformation et de nouveaux modèles. Et finalement, la financiarisation, les acteurs de la financiarisation, ils viennent. Ramsay a une filiale en Suède. En Suède, ils gèrent des centres de santé. Ils savent comment faire. Ils ont il faut imaginer, c'est qu'ils ont des savoir-faire techniques. Je ne sais plus, je parlais avec des médecins tout à l'heure, embaucher du personnel, le salarié, éventuellement le licencier, c'est un job, c'est du boulot, c'est angoissant, etc. Donc tout ça, ça nécessite d'avoir des structures sous-jacentes, des opérateurs, etc. Où sont-ils? Eh bien, les financiers, ils apportent ça. Bon, comment les fait-on émerger et comment réorganise-t-on le système professionnel? Alors, Frédéric Bizard, d'un mot et après, oui, parce que là, la parole. Non, mais il y a toujours une confusion et souvent les médecins... le font. Là, je suis d'accord et pas d'accord sur ce qu'a dit monsieur. Je ne suis pas d'accord sur le fait que penser que la négociation tarifaire, c'est uniquement une négociation de revenus, c'est une négociation de moyens. Si on veut moderniser... Pardon ? Non, de tarifs. Oui, mais de la négociation tarifaire, de tarifs. Les tarifs, c'est 50%. C'est 40 à 50% dans un cabinet libéral va aux revenus, mais le reste, ça va justement aux moyens. Donc, quand vous pressurisez les tarifs, vous ne pressurisez pas les revenus, qui restent à peu près, si vous regardez sur une longue durée, les revenus restent à peu près permanents. Donc, qu'est-ce que vous pressurisez? C'est bien les moyens, la modernisation, tout ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça. Mais les médecins sont aussi, excusez-moi, un peu co-responsables de ça, parce qu'on a toujours l'impression que c'est une négociation de revenus dans les discussions avec l'assurance maladie. Mais donc on est tous responsables parce qu'on n'a pas suffisamment dit. Donc c'est une discussion de moyens. C'est pour ça qu'il faudrait démarrer par quel cabinet médical je veux en 2030, comment je veux qu'il soit organisé, quel niveau de modernisation. Vous savez qu'on fait une négociation conventionnelle sans parler de technologie aujourd'hui quand même. On ne parle pas de technologie, d'intelligence artificielle, ni de santé publique. Vous voyez, quand même, il y a un problème. Donc on est juste à dire, ça te va si tu as 1 euro de plus? Bon, non, allez, 2, vous voyez. Donc ça ne peut pas marcher. Donc là, c'est le premier point. Deuxième point, là où je suis un petit peu, enfin, c'est pas en désaccord, mais c'est que, non, on n'a pas besoin de financiers partout. Il y a des banques, il y a quand même tout un tas d'activités qui ont besoin de capitaux, et d'ailleurs, les radiologues ont quand même jusqu'à maintenant pas trop mal bossé sans qu'il y ait eu besoin de financiers avant. On n'a pas eu besoin de financiers avant dans tout un tas de secteurs, et donc on est largement capable, tout en gardant le contrôle capitalistique sur les outils de travail par les professionnels de santé, de développer des choses beaucoup plus modernes. Les Allemands l'ont fait, autant c'est pas un modèle pour l'hôpital, autant dans la ville. Les Allemands ont à peu près 5 employés par médecin et ont des cabinets médicaux qui sont des petites cliniques. Allez, Jean-Charles Bourras pour réagir, parce que depuis tout à l'heure, je sens que vous voulez réagir, monsieur Raymond derrière. Non. Ouais. Alors Gérard Raymond, avec je réclamerai un droit de réponse à Frédéric. Non, mais allez-y, vous avez le micro. Non, mais je pense qu'effectivement, sur la financiarisation, on voit aussi qu'il y a d'autres modèles. Les pharmaciens, jusqu'à aujourd'hui, ont refusé. Et, ma foi, ils répondent quand même à un certain besoin populationnel sur le territoire. Mais en fait, moi, c'est encore un peu plus... C'est autre chose. Mais je pense que pour revenir sur ce que dit Frédéric, effectivement, on a besoin de financiarisation, de financer, d'injecter du financement... du financement sur notre système de santé, évidemment, pour le rendre plus dynamique. Mais où on a un point peut-être de désaccord, c'est que nous considérons, mais tu viens de le dire, que les négociations conventionnelles ne devraient pas être sur le C, sur le C, 26,50 €, 30 €, etc., etc. C'est pas ça qui va transformer le système, mais bien plus sur une nouvelle organisation. La rémunération devant se faire avec un autre modèle économique. Et encore une fois de plus, il n'est pas question qu'effectivement les médecins gagnent moins que ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Mais l'essentiel, c'est qu'ils répondent effectivement à un besoin populationnel sur un territoire donné. Et notre crainte, effectivement, avec la financiarisation, c'est qu'ils répondent moins à ce besoin-là. Et que leur engagement déontologique soit à un moment donné plus ou moins attaqué par une financiarisation à la fin du mois, quoi. Voilà, gagner plus, etc. Donc c'est comme cela que nous on craint qu'effectivement, si on n'a pas les garde-fous qui devraient être effectivement la négociation conventionnelle, mais plus sur la refondation ou régénération du système. Ça devrait être plutôt là-dessus, avec un nouveau modèle économique, dont on entend parler aujourd'hui. Les négociations doivent être portées sur ça. Et d'un autre côté, effectivement, l'ordre doit être le garant
de la déontologie et des valeurs qui fondent la médecine. Et c'est les deux, pour nous, c'est les deux piliers qui doivent effectivement empêcher des dérives financières et qui pourraient effectivement faire perdre à notre système de santé les valeurs de solidarité, de répartition sur lesquelles il a été fondé. Donc c'est en cela que nous considérons qu'effectivement, et particulièrement aujourd'hui sur la recherche, les données de santé, etc., on a besoin de moyens financiers et de venant, entre guillemets, du privé. Hein, mais d'un autre côté, il faut être en capacité de pouvoir mettre des barrières extrêmement fermes pour qu'on sauve notre système de santé tel que nous le voulons. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un choix de société. Quel modèle social et quel modèle sanitaire voulons-nous pour ce pays? Je retiens mettre des barrières. Monsieur Bourras. Alors, effectivement, les radiologues se sont bien débrouillés jusqu'à présent parce qu'ils ont fusionné, ils se sont adaptés. Sauf qu'il y a un moment, il y a une limite, c'est-à-dire que les charges augmentant, les actes, comme vient de le dire Frédéric Bizard, n'étant pas à la hausse, il y a un moment donné où on ne peut faire qu'en augmentant le volume. Pour augmenter le volume, il faut encore grossir. Et c'est là ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on grossit, il faut pouvoir faire de la croissance externe, fusionner, etc. Et là, arrivent les financiers avec des moyens très supérieurs et eux font cette fusion. Alors, maintenant, comment on peut envisager de se défendre vis-à-vis de cette chose-là qui est déjà quand même extrêmement avancée, puisque on estime qu'actuellement la financiarisation de la radiologie est à peu près de 30%, et vu le nombre de discussions et de sollicitations qu'il y a actuellement, on va tendre vers 40-50%. Bon, c'est vrai qu'on compte toujours sur la régulation par l'État et par le CNOM. C'est ça qui serait idéal. Après, ce qu'on voudrait, c'est surtout qu'on puisse garder cette indépendance et donc la majorité aux professionnels. Moi, je suis pas. J'ai beaucoup d'amis qui ont des PME ou des ETI, et ça leur appartient ou ça appartient à un groupe d'actionnaires, et ils utilisent les financiers. Alors pas que les banques, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, les banques ont certaines critères qui fait qu'elles ne peuvent pas s'engager au-delà. Non, ça va. Allez-y, monsieur Bourras. Non, ça va. Je vous en prie, allez-y. Donc, il fait peut-être un peu chaud. Oui, on va ouvrir peut-être un peu les portes si vous voulez bien. Merci. Donc allez-y, monsieur Bourras, on va reprendre s'il vous plaît sur votre propos. Oui, je disais donc, on attend évidemment que l'État et le CNOM fassent respecter les lois et donc l'indépendance. Mais c'est vrai qu'il va falloir que vous vous armiez d'une armée de juristes, parce qu'effectivement, en face, il y a du lourd. Et puis, nous, il faut qu'on arrive à utiliser les armes de la finance, c'est-à-dire qu'on soit capable de trouver des financements. Alors les banquiers, ce que je disais, c'est que les banquiers, à un moment donné, ils sont extrêmement régulés et encadrés. Donc à partir de moment, sur certaines formes, et notamment lorsque vous avez plusieurs associés qui partent en même temps, eh bien ils vont avoir des normes qu'ils ne peuvent pas dépasser, et donc c'est pas interdit d'utiliser certains fonds d'investissement, parce qu'il y a des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans les PME, dont la vocation d'être strictement minoritaire. Et donc, ces gens-là peuvent aider. Je ne suis pas absolument contre ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on privilégie, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un capital aux professionnels. Voilà. Et nous, ce qu'on a fait, c'est un capital qui est détenu entièrement par des professionnels, mais qui ne s'interdit pas d'avoir un minoritaire qui puisse nous aider si les financements bancaires ne vont pas jusqu'à nous permettre de grossir sur une société uniquement de professionnels. On va prendre une prise de parole dans la salle. Oui. Vous interviendrez, Madame Galperine prendra également la parole. Oui. Et n'hésitez pas pour celles et ceux qui souhaitent prendre la parole. Monsieur. Oui. Bonjour.
Jacques Battistoni, je suis médecin généraliste et je suis l'ancien président d'MG France. Et donc je voudrais parler de la médecine générale par rapport à la financiarisation. Si la question commence à se poser, et elle a été posée par certains groupes, notamment par Ramsey auquel Yann faisait allusion tout à l'heure, effectivement c'est parce qu'il y a un besoin de financement, et on le sait très bien, pour pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été soulevées ce matin, notamment apporter des services et des réponses aux besoins de la population. Et en termes d'organisation, les questions vraiment se posent à nous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des cabinets et on a des financements qui proviennent uniquement des honoraires qui sont versés par l'assurance maladie. Gérard Raymond parlait à l'instant de la négociation conventionnelle. Elle parle des tarifs, elle ne parle pas de l'outil de travail. Qu'est-ce qu'il faut financer aujourd'hui? Deux choses, évidemment. L'outil de travail, et surtout les locaux dans lesquels on travaille qui font partie de cet outil, mais aussi les ressources humaines. Sans ressources humaines, il est clair que les médecins généralistes au sein des soins primaires ne peuvent pas répondre aux missions qu'attend la population d'eux. Donc, sans cet investissement, on ne peut pas y arriver. Certains l'ont bien compris. Hein. On voit bien que quand Ramsey met en place des centres de santé, quand d'autres centres de santé sont mis en place par des collectivités territoriales, qu'est-ce qu'elles apportent? Elles apportent l'organisation et elles apportent aussi les ressources humaines. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces endroits-là sont attractifs pour les jeunes médecins. Et l'enjeu, et ma question aujourd'hui, c'est celle-là, comment faire pour que les professionnels libéraux dont je fais partie, la grande majorité encore aujourd'hui des médecins généralistes, puissent développer un outil de travail? Ça nécessite des opérateurs. On a évidemment évoqué la notion d'opérateur. Certains opérateurs sont des opérateurs privés, financiers. D'autres sont des opérateurs publics. L'assurance maladie n'est pas un opérateur. Je ne sais pas si quelqu'un a envie qu'elle le devienne. Qui peut le devenir? En tout cas, ce que je sais aussi, et c'est ce qui m'inquiète, c'est que par formation, par habitude, nous n'avons pas l'expérience de devenir des entrepreneurs qui sont en capacité de mener à bien ces projets. Je crois que dans notre profession, il y a quelques médecins généralistes qui sont prêts à le faire, mais majoritairement, si vous interrogez les jeunes médecins à leur sortie de leurs études, très peu d'entre eux sont prêts à dire « je vais créer les outils qui vont nous permettre de travailler et de répondre aux besoins de la population ». C'est ça la vraie question, à mon avis, aujourd'hui par rapport à la médecine générale. Et en ce qui me concerne, c'est une véritable inquiétude. Monsieur Bourgueil veut vous répondre, et peut-être aussi Monsieur Bizarre. Dans l'enquête que nous avons menée, on a rencontré plusieurs acteurs, des consultants qui travaillent pour des groupes financiers, des avocats également, et l'un d'entre nous nous a dit, mais j'ai trouvé ça très parlant, la financiarisation, c'est comme le gaz. Plus il y a d'espace, plus elle l'occupe. Donc à partir de là, vous en déduisez des pistes d'action possibles. Soit vous réduisez l'espace de la financiarisation, donc vous pouvez aller vers un renforcement de l'investissement public dans l'infrastructure de santé, par exemple. C'est ce qui se fait dans certains territoires quand on crée des centres de santé, parce que c'est la même logique, c'est de construire une offre qui attire et qui répond aux attentes des jeunes professionnels. Et ça, aujourd'hui, ça marche. Donc, alors à ce moment-là, quels sont les opérateurs qu'on favorise ou quels sont les cahiers des charges qu'on va imposer aux opérateurs, si on rentre dans une logique de régulation qui plaît beaucoup à M. Bizarre. Donc ça peut être une solution. L'autre solution aussi, c'est de favoriser l'émergence. Et peut-être là aussi, il peut y avoir des dynamiques professionnelles, soit de type capitalistique, comme elles se développent chez les radiologues, mais elles peuvent être aussi sous forme d'économie coopérative. Dans le fond, le monde agricole n'est pas très éloigné de cette logique-là. D'ailleurs, il est confronté au même problème, d'une certaine façon. Donc ça veut dire soit de créer des sociétés coopératives, alors les centrales d'achat, qui après, dont le risque c'est qu'elles prennent le contrôle comme les grandes sociétés coopératives agricoles. Bon, ça devient... Mais ça peut être de se construire soi-même ces outils pour se faire, ça peut être ces formes d'économie mixte, éventuellement. Enfin, je pense qu'il faut un peu d'imagination, et je crois que c'est cela dont nous manquons beaucoup. Nous, les professionnels, puisque je suis également médecin et membre du Conseil de l'Ordre, d'ailleurs, comme tous les médecins, ou la plupart, et je pense qu'on a un des défis qui est posé par la financiarisation, c'est la préservation de ce qui fait finalement la spécificité du corps médical, c'est-à-dire son autonomie, qu'il a conquis de haute lutte quand même. Je veux dire, c'est un monopole. Les médecins ont un monopole. Donc, comment, détenteurs de ce monopole, ils répondent à la société qui leur a confié ce monopole. Et là, je pense qu'il faut faire preuve d'inventivité. Madame Kelperine, maître, quelques mots. Innover,
Montez bien le micro. Innover, bien sûr, mais il faut faire face à la concurrence des groupes qui ont déjà des idées pour pouvoir arriver sur le terrain et qui les proposent clé en main. Aujourd'hui, parce que mais évidemment qu'il faut favoriser l'idée et en partant des praticiens, je vous rejoins complètement. Pour ma part, il m'est arrivé une histoire que je voulais vous raconter, voilà, vous voulez en venir. Parce que je pense que vous allez m'interroger dessus. Je prends les devants. Merci. Je vous en prie. À la barre, me voilà en train de défendre un établissement, comme je fais régulièrement. Et cet établissement, pas très riche. J'avais conquis presque le cœur du magistrat, vu nos chiffres. Et là, la partie adverse n'a rien trouvé de mieux que de dire, mais enfin, de quoi parle-t-on? Mais ils sont en train de duper totalement le tribunal. Mais cet établissement fait partie d'un groupe. Et ce groupe, il n'est absolument pas français. Et ce groupe est financé par un tel, un tel, un tel. Alors moi, le pauvre petit truc, j'étais devenu une espèce de satellite d'un monstre financier. Le regard du juge et les questions surtout posées ont totalement changé de ton à ce moment-là. Et c'est bien la première fois que ça m'est arrivé. Dont on servait de la financiarisation finalement de ce système-là comme arme de défense dans le cadre d'un procès. C'était assez redoutable. Et indubitablement, alors que l'établissement reste pauvre, c'est certain, et pas du tout vu dans la réalité comme l'a présenté mon confrère, il s'est servi de cet argument. Et de manière itérative, j'entends maintenant beaucoup de confrères en disant tiens, ça fait pas mal, on va arrêter de dire oh, ben, le pauvre petite clinique ou le pauvre petit établissement, leur bouffe. On va essayer de monter le truc en disant mais attendez, pas du tout, vous vous trompez, ce sont des montages. C'était des arguments que nous n'avions pas avant. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que cet argument est arrivé maintenant? La presse. Ah. La presse ça arrive. Ça arrive. Les réseaux, qui parlent beaucoup, bien sûr. Les publicités qui sont faites, évidemment. C'est une certitude, mais la difficulté la difficulté, en fait, de ce genre de situation, c'est de se retrouver, non pas démuni d'arguments, parce qu'on n'est jamais démuni d'arguments, c'est pas ça, c'est d'avoir un autre prisme, même sur une entité. C'est ça qui change. Frédéric Bittard, vous vouliez réagir? Il y a un thème qui se rapproche. Je suis d'accord avec l'image du gaz, parce que ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que du fait de la dégradation de notre système de santé, la financiarisation pénètre dans ces espaces vides, parce que la financiarisation se présente toujours sous l'image du chevalier blanc de la santé publique. Vous voyez, je vais vous régler les problèmes des déserts médicaux, comme ça a été, et c'est comme ça qu'elle arrive à séduire les pouvoirs publics. C'est bien comme ça qu'on a complètement libéralisé, parce que oui, et je ne peux pas être d'obédience libérale et avoir tous les défauts. Bien sûr qu'il faut réguler un système de santé. On ne laisse pas comme ça un système de santé s'organiser sous forme. Donc bien sûr, il faut de la régulation. Et c'est la grande difficulté des systèmes de santé. Il faut de la régulation juste. Quand on a dérégulé les centres de santé dentaire 2009, et sans contrôle a priori de l'ouverture de trucs, on a ouvert la boîte de Pandore. Donc quand même, c'est pas très étonnant quand même ce qu'il y a maintenant. La deuxième point que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même bien que les professionnels qui vendent à ces groupes-là, et moi je comprends, je ferais probablement la même chose, ne jouons pas à plus pur que s'il en est, c'est qu'en fait on crée, comme on l'a fait en biologie médicale, c'est la dernière génération qui va vivre en exercice libéral. On crée en fait des générations d'ouvriers spécialisés qui seront de plus en plus mal payés. Et on voit déjà dans un certain domaine un problème d'attractivité. Et parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus détenir le moindre part dans votre outil de travail, vous faites descendre l'attractivité. Tu as parfaitement raison de parler de la pharmacie, parce que la pharmacie, pour ça, est un modèle qui a su résister à ça. Mais donc, et c'est pas une question de salarié ou pas, mais on a un vrai problème dans ces grands groupes d'attirer et de rendre ces choses-là attractives. Enfin, ces métiers attractifs, on le voit en biologie médicale. On a des techniciens, comme on a à voir d'ailleurs, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, on n'a plus que des techniciens, c'est pas des médecins. Oui, mais attractivité, indépendance, on touche là à des secteurs
très très important. Gérard Raymond, je voudrais vous entendre. Non, mais c'est là où, effectivement, on voit bien le risque aujourd'hui. C'est que derrière ces belles annonces, c'est la perte aussi du système libéral. C'est que demain, si on s'engouffre dans cette financiarisation des grands capitaux, eh bien, les professionnels de santé ne seront que de simples ouvriers. Et ils devront passer par où les financiers voudront les faire passer. Et donc, on voit bien, effectivement, la difficulté. Je me souviens d'un congrès d'un syndicat de médecine générale où on parlait aussi, je leur avais dit, de se souvenir de la fable du chien et du loup, hein, de La Fontaine. Hein, le chien, il est gras, mais il a un collier. Le loup, il est un peu plus maigre, mais il est libre. Madame Gormand. Je vous avais dit que je le ferais défendre l'exercice libéral. Madame Gormand, avant qu'on prenne quelques questions. Je défends l'exercice libéral, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. Mais collectif. Madame Gormand. Un point particulier qui est la radiologie. La radiologie, elle a déjà imaginé des regroupements sans les financiers qui fonctionnent très bien. Et c'est eux aujourd'hui qui assurent l'offre de soins dans des établissements tels qu'elle doit être, parce qu'ils ne sont pas contraints. Et deuxièmement, sur l'organisation de territoire, et là on va rejoindre aussi bien sur la médecine générale que sur de la radiologie, on a parlé dans la table précédente des organisations de territoire. Et il y a effectivement à s'organiser. Monsieur, vous dites, moi j'ai besoin qu'on organise mes cabinets, on est trop nombreux. La solution n'est pas l'argent que quelqu'un investisse. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est d'une organisation qui fonctionne et qui ne vous prenne pas trop de temps. Est-ce que le financier, est-ce que l'investisseur, le private equity est fait pour ça? Pas du tout. Lui, il va vous proposer ça parce que ça l'intéresse en disant il y a une certaine rentabilité, il travaille bien, mais ce n'est pas son but, parce que lui, dans 5 ans, il partira. Les financiers, je vous rappelle qu'ils n'investissent pas à vie, ils investissent pour 5 ans et ensuite ils revendent. Et ils sont là pour avoir valorisé votre travail. Donc en termes d'imagerie, par exemple, j'avais regardé, il y a 60% des autorisations d'imagerie en France qui sont détenues par des GIE privés-publics. C'est-à-dire qu'on obtient, pour faire de l'IRM et du scanner, les radiologues doivent avoir une autorisation de l'État. La France est le seul pays comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup d'appareils. Donc il y a une rentabilité assurée. C'est pour ça que les financiers se sont précipités dessus, parce que la rentabilité est assurée. Mais en majorité, c'était donné à des groupements privés-publics. Pourquoi? Parce que finalement, en privé-public, il y a des radiologues libéraux et il y a des établissements publics. Ce n'est pas des cliniques, parce que ça n'a pas été Ramsay, ça n'a pas été Elsan, puisque c'est les 2 groupes prédominants en France. Et ils fonctionnent. Moi, j'ai fonctionné pendant 20 ans, comme ça, avec un développement de 1 à 7 IRM. Et ça fonctionne, pourquoi? Parce qu'il y a un contre-pouvoir public, il y a une activité libérale qui, au contraire, est valorisée, parce que les libéraux ont une organisation qui est valorisée sur le territoire. Et c'est comme ça qu'il y a une offre de soins qui a pu être régulée sur le territoire. Et de la même façon, vous pouvez l'organiser par les CPTS ou d'autres organisations. La CPTS, je sais que beaucoup ne l'aiment pas, mais en tous les cas, une organisation de territoire, vous y mettez le nom que vous voulez avec les autres, pour pouvoir travailler ensemble. Et je crois que c'est une piste, et c'est une piste à valider lors de l'organisation de territoire, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Alors, nous avons 3 demandes dans la salle. Monsieur, vous étiez en premier, je vous en prie. Oui, on va aller prendre les unes après les autres. Je vais être assez court. Donc, j'ai été intervenu ce matin, Dr Mamby, je suis dans l'Aisne, je suis conseiller, vice-président de l'Aisne, et j'étais intervenu pour vous faire part ce matin de mon expérience d'une maison de santé, puisque j'ai fait 40 ans de libéral en tant qu'ORL, hospitalier aussi, et puis un médecin d'une maison de santé, une collègue était malade, fallait la remplacer. Je suis tombé sur les fesses, je suis revenu désappointé et en fait un peu émerveillé d'une certaine chose. Émerveillé d'une chose, c'est disons, le fait que ça soit extrêmement pratique. Mais MG France, le président, a dit tout à l'heure, les médecins et les jeunes, ils sont embêtés parce qu'ils ne savent pas, effectivement, au niveau matériel, comment on paye la femme de ménage, la secrétaire. Vous arrivez, il y a la femme de ménage, la secrétaire, il y a eu Doctolib, il y a eu la télétransmission. Vous arrivez... Alors, le problème, quand je suis arrivé, par exemple, j'ai fait que 2 jours, vous arrivez avec un emploi du temps extrêmement chargé. Toutes les 10 minutes, on vous met à la pression. Moi, pour une journée, c'est 25 le matin, 25 le soir, non-stop quasiment, avec une petite pause déjeuner, vous vous débrouillez, quoi. Et le problème, il est le suivant, c'est qu'il y a 3 choses qui sont oubliées dans le problème des maisons de santé. C'est premièrement, qui sont les médecins? Et j'ai une petite explication, je vais vous dire ce qu'il en est.
On n'a pas parlé de Doctolib parce qu'il y a des gens dans la maison de santé qui prenaient rendez-vous le jour même, la veille, parce qu'ils avaient un vertige. J'étais super content de venir. Et les patients sont extrêmement contents, il faut savoir. Ils sont extrêmement contents d'avoir une solution de maison de santé. Par contre, au niveau emploi du temps, vous êtes quand même bridé, c'est staccanovis. Deuxièmement, par exemple, j'ai eu un jeune gamin de 20 ans qui avait un Hodgkin, chaque 10 minutes, pour lui expliquer, ça m'a emmerdé. Et troisièmement, le problème, je trouve qu'il y a des fraudes. Et je le dis carrément parce que, alors des médecins, on s'occupe, on a eu des plaintes, on a vu des gens qui ont été dans des maisons de santé, en particulier en audioprothèse. Vous avez des gens qui ne sont pas qualifiés. L'audioprothèse fait partie des transmissions avec un praticien. Le praticien ne peut pas examiner, ne peut pas enlever un bouchon, ne peut pas savoir s'il y a un problème neurologique, s'il y a un neurinome derrière. Il prescrit. Les gens qu'on a eus, ils ne connaissaient même pas comment on faisait, quel type d'audioprothèse. Et il y a eu un abus de la sécurité sociale. Et contrairement à ce que dit Monsieur Frédéric Bizard, vous avez dit énormément de choses et je suis très content aussi de ce que dit Monsieur Bourguet. Mais le problème, c'est que je pense que le CNOM peut faire quelque chose. Nous, par exemple, les gars qui fraudaient dans les maisons de santé, eh ben on peut les pincer. Et puis les gens qui forcent les médecins à faire de l'abattage, il y a le contrat effectivement du médecin. Et puis, ce qu'a rappelé tout à l'heure, les éléments de non-productivité, ce qui a fait disparaître le statut de praticien clinicien dans les hôpitaux, hein, cette notion de rentabilité par rapport. Donc, je pense que ces maisons de santé, avec les financiers, ça phagocyte, c'est extrêmement large. Ça répond à un besoin du médecin qui est nul en informatique, qui ne veut pas payer son informatique, sa secrétaire, la femme de ménage, etc. Mais il faut faire gaffe. Voilà ma réflexion. Voilà. Merci. Autre question, ou en tout cas témoignage peut-être. Oui. Autre question, si possible. Oui, bonjour. Je suis Dr Petit. Je suis président du conseil régional de la région Centre. On en a parlé tout à l'heure. Donc une région particulièrement touchée par les problèmes de démographie médicale. Et il se trouve que je suis radiologue. Donc j'arrivais à 68 ans et je ne trouvais aucun repreneur malgré une anticipation. Donc le problème de la financiarisation, c'est ce qui m'a sauvé malheureusement, et je l'ai fait presque contraint et forcé pour la survie de mon cabinet, et puis pour aussi couvrir les besoins de la population locale, c'est de me faire quelque part absorber par un groupe. Et de cette expérience, finalement, j'ai quand même... Bon, pour l'instant, ça se passe, je dirais, relativement bien. Mais le problème de fond que j'ai rencontré quand même, c'est que nos jeunes confrères, il y a, hormis le problème de l'attractivité territoriale, il y a un manque d'appétence totale pour beaucoup d'entre eux, ou de désir d'investissement au sens économique et aussi au sens personnel, c'est-à-dire que pour des raisons d'ailleurs des fois tout à fait recevables, c'est-à-dire ils n'ont pas une visibilité à 5 ans de l'avenir professionnel de leur conjoint, etc., donc ne souhaitent pas s'investir. Et malheureusement, quelque part, ça offre un boulevard finalement au groupe qui propose finalement des solutions clés en main, qui leur permettent de gagner souvent très correctement leur vie. Ils ont juste à venir le matin, ils posent leur sacoche, ils font le boulot, ils repartent le soir, ils s'occupent de rien. Donc il y a cet aspect-là. Puis il y a un deuxième aspect aussi qui est à mon avis important, c'est que les médecins, on les forme, on en fait de très bons techniciens, de très bons médecins. Le seul problème, c'est qu'après on leur demande d'être des entrepreneurs. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut prendre ce problème avec beaucoup de sérieux, qui est le problème de la formation à la gestion d'entreprise. Et en plus, c'est pas si compliqué que ça. Je pense qu'il faut simplement probablement faire des cours et leur expliquer que c'est pas si compliqué que ça de gérer un cabinet. Merci. On prend la dernière question de la salle. On va regrouper un certain nombre de réponses juste après. Madame. Oui, docteur Boer, je suis... De façon concise, s'il vous plaît. Présidente du syndicat des médecins libéraux. Simplement, les jeunes confrères, on peut les former. Hein. Nous, on fait des formations très régulièrement à l'entreprise libérale. Je suis experte là-dedans parce que j'ai un MBA, donc c'est assez facile pour moi de leur expliquer. Et en fait, ils comprennent assez vite. Hein. Il ne faut pas croire qu'on a besoin de financiers ou de structures ou de quoi que ce soit pour apprendre à faire du RH, pour apprendre à lire un bilan, pour apprendre ce que c'est qu'un bilan de société par rapport à des bénéfices non commerciaux. Ça se fait assez
assez rapidement et leur QI permet de le faire. Donc on n'a pas forcément besoin de structures, de financiers, d'aides particulières pour faire ça. Nous, médecins, on peut très bien former nos jeunes confrères à ça et d'ailleurs, on ne se prive pas de le faire. Non, le problème de fond, c'est effectivement... qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut investir sur la consultation? Et si on investit sur la consultation, un petit calcul rapide et facile permet de voir qu'il y a un retour sur investissement au bout d'un an. C'est-à-dire que ce qui est investi dans la consultation, si c'est suffisamment important pour avoir des cabinets plus grands, pour engager du personnel, en particulier des assistants médicaux, mais ça peut être aussi une infirmière qui va venir s'installer dans le cabinet et faire du travail aidé avec le médecin. Ça peut être une équipe qu'on installe, effectivement. Si on investit sur cette consultation médicale, on rend les centres de santé viables, parce que je rappelle quand même que ces merveilleux centres de santé faits par les collectivités locales, ils sont tous déficitaires, ce qui est normal, puisqu'on leur demande de faire ce que les médecins ne peuvent plus faire, c'est-à-dire avec les honoraires médicaux, payer des murs et payer du secrétariat et de la logistique. Les médecins ne peuvent plus le faire, je ne vois pas pourquoi les centres de santé pourraient le faire, donc ils sont sous perfusion complète et régulièrement d'argent public. Donc il ne faut pas croire que c'est un modèle idéal, parce qu'on fait payer deux fois, on fait payer par la sécurité sociale et on fait payer par la collectivité. Donc ce n'est pas un modèle financier quand même très idéal. Donc investissons sur la consultation du médecin. Au bout d'un an, vous récupérez 40 000 emplois créés dans les cabinets médicaux, vous créez des agrandissements de ces cabinets médicaux qui génèrent du foncier et qui génèrent des loyers. Hein. Vous remettez d'aplomb tous ces pauvres centres de santé qui sont déficitaires et donc au bout d'un an, vous avez le retour sur investissement. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'effectivement on veut vendre notre médecine à des financiers ou est-ce qu'on veut mettre de l'argent sur de la consultation médicale qui servira à moderniser nos cabinets? Je rappelle qu'un échographe, c'est 50 000 € quand même. Ça fait un certain nombre de consultations du médecin généraliste. Alors, on va essayer de répondre à peu près aux interpellations, questions, témoignages qui ont été là, et puis on amorcera un peu une conclusion de ce débat. Peut-être M. Bourgueil, Mme Kelperine. Mme Kelperine, vous aviez demandé le micro juste avant. Allez, on y va. M. Bourgueil, allez. Je ne sais pas si c'est... Je crois que ce que dit Mme Bauer, c'est valable peut-être pour des médecins qui sont capables de considérer que quand ils ont une augmentation du volume de l'activité, ils vont le réinvestir dans une organisation parce qu'ils vont faire une distinction très claire entre leurs revenus et l'outil de travail. Mais je crois que la majorité des professionnels libéraux ne sait pas bien faire ça. Parce que ce n'est pas comme ça qu'ils sont formés, ce n'est pas comme ça qu'ils sont organisés et que c'est peut-être ça qu'il faut transformer. Moi, dans le cadre de nos travaux, je voudrais citer, ils ne sont pas là, il y en a peut-être dans la salle, j'ai été très frappé par le syndicat des ophtalmos, qui je connais depuis longtemps parce que j'ai travaillé avec eux sur la délégation de tâches en 2003 dans le cadre des expérimentations Berland. C'est un groupe professionnel qui est très homogène, ils sont tous en libéral, ça explique sans doute beaucoup ça, qui a complètement pris en main l'enjeu de l'accès aux soins, qui a cherché à construire un modèle, à le valoriser, à le développer. Et aujourd'hui, ils ont des projets de projection territoriale, de partenariat avec le monde hospitalier, et ils veulent s'organiser sur les territoires. Je trouve que c'est... Alors, je ne vais pas faire la promotion forcément des ophtalmos, mais moi, ils m'ont frappé parce qu'ils ont une vision... Finalement, ils prennent la responsabilité populationnelle dont parlait Madame Debord. C'est-à-dire qu'ils disent, ça, c'est notre responsabilité, donc on prend en charge, et je pense que c'est un peu dans cette voie-là qu'il faudra aller si l'objectif, c'est de conserver la main sur, en tant que professionnel, sur l'outil de travail, l'organisation. C'est une amorce, en tout cas, de pistes de réflexion, peut-être pour conclure. Moi, j'ai une petite idée, mais que probablement l'ordre a eu, c'est que ça a été dit au début, mais c'est une problématique qui touche plusieurs corps professionnels de libéraux, notamment les avocats, les vétérinaires. Je parle sous le contrôle de Mme la juriste. Je crois qu'il y a eu le 10 juillet 2023 un arrêté du Conseil d'État, c'est-à-dire qu'il y avait un recours il y a 3 ans du Conseil de l'ordre des vétérinaires que ce Conseil de l'ordre a gagné au Conseil d'État l'année dernière. Il y a eu ensuite une médiation et qui s'est... Bon. Donc, c'est pas parfait, mais ça montre qu'on peut
agir. Et je pense que peut-être, mais vous l'avez probablement déjà fait, que si les ordres un petit peu coopèrent entre eux et font un peu un échange d'idées et de travaux entre eux, je pense que ça peut peut-être accélérer, parce que là, il y a quand même urgence. D'abord, parce que quand on en discute avec les parlementaires et les pouvoirs publics, on ne ressent pas une urgence absolue, parce qu'il y a plein d'autres choses, il faut le comprendre. Mais donc, à mon avis, il faut amener quand même des poison pills, comme disent les Anglais, c'est-à-dire des choses qui vont quand même freiner cette très concrète et d'ordre juridique et désolé, un peu d'ordre de régulation pour qu'on empêche un certain nombre de choses de faire. Je pense qu'il n'est pas trop tard, mais peut-être que c'est mon idéalisme qui parle. Maître, vous vouliez réagir sur ce point juridique ? Oui, je partage totalement cet avis et je ne sais pas s'il est trop tard. Moi, je suis beaucoup plus partagée. En fait, j'aurais une position plus de Salomon, vous voyez. Je pense que le financier doit rester à sa place, ça, on est tous d'accord. En revanche, lorsqu'il apporte son savoir, son argent, pour permettre à des médecins d'innover, et ça, je l'ai vu, c'est absolument remarquable. Là où je vais contester, bien sûr, c'est quand il va atteindre votre indépendance. Mais c'est redondant. C'est ça le vrai sujet. Vous le vivez déjà. Les directeurs d'établissements qui peuvent regarder des programmes de bloc opératoire, je suis désolée, ça existe. Et ce que vous avez dit sur il y a des actes qui sont plus ou moins rentables, évidemment. Mais ça, on le sait. Je pense que l'État en a tout aussi conscience et que son idée d'augmenter les dotations, puisque en fait là on a fini sur la financiarisation, on a parlé de la financiarisation de l'acte médical. Uniquement de l'acte médical. Mais il y a aussi tout un pendant sur la dotation. Et je crois que ça, il faut le voir aussi. Oui, mais ça fait partie de la financiarisation. Et ça peut être également une piste. En revanche, la coopération, ça, moi, j'y crois effectivement beaucoup. Et du reste, en Indre-et-Loire, c'était un des premiers établissements publics-privés qui se sont retrouvés, la clinique Jacques d'Arc, pour pas la citer, qui est sur le même territoire que l'hôpital à côté. C'est sur un plan juridique, c'était le premier établissement qui a regroupé les choses, les plateaux techniques et les praticiens. Gérard Raymond, la question de l'indépendance, on a surtout parlé de la financiarisation des professions. Et donc, effectivement, il y a le risque qu'elle soit dépendante du financeur et de perdre, évidemment, les principes déontologiques, etc. Mais le risque pour le patient, oui. le risque, il est là. Donc, on a aussi, et je pense que notre réflexion doit être aussi sur maintenant le modèle économique qu'on peut encore sauver. Comment on peut sauver ces professions-là par un nouveau modèle économique ? Et la capitation, les missions de santé publique sur la prévention, etc., le travail en équipe, comment on recrée de la dynamique avec effectivement des nouveaux investissements qui peuvent même être privés, mais à condition qu'ils soient bien cadrés et que chacun reste à sa place. Et ça, c'est... Monsieur Bizarre, d'un mot. Comme mot un peu provocateur, je dirais que attention quand même à ne pas aller vers trop de définanciarisation, parce qu'avec les mesures économiques qui sont prises depuis un certain nombre de mois, croyez-moi, je ne suis pas sûr qu'on attire beaucoup de capitaux sur ça, parce qu'y compris les grands fonds, les grands capitalistes, ils ont quand même à un moment besoin d'avoir une activité rentable. Et quand on ne permet pas cette activité rentable, on n'aide ni le service public, mais on tue le secteur privé. C'est le regard extérieur, peut-être, sur la France actuellement qui est en jeu. Madame Gormand, si vous voulez bien conclure un peu notre débat, sauf si vous vouliez témoigner d'un mot. Bon, Madame Gormand. Je crois qu'on a balayé Monsieur Bourras. Non, je voulais juste dire que moi, ce que je me pose comme question, c'est la volonté des pouvoirs publics d'arrêter le processus. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, c'est comme si vous avez une maison, vous y habitez, vous y êtes bien, on vous en propose 5 fois ou 6 fois le prix, vous réfléchissez. Voilà. Donc, alors que si on vous en propose 2 fois le prix, vous allez dire non. Donc il y a un problème parce que je pense que, et Frédéric Bizarre l'a dit dans sa note là, de janvier 2023, les pouvoirs publics ont quand même une espérance que la financiarisation restructure la profession et permette d'en diminuer le seuil de rentabilité. Hein. Donc ça, c'est un sujet. La deuxième chose, c'est que on a une propension à reproduire ce qui se passe aux États-Unis
avec une quinzaine d'années de retard. Or, il y a un très bon article du Monde sur le Monde de 1975 qui s'appelle Docteur on Demand et qui explique très très bien. Donc c'est un téléradiologue qui a créé une société. Il y a 2000 médecins généralistes derrière la plateforme. Ils ont le contrat avec les assureurs américains et il explique qu'il diminue 90%, il supprime 90% des consultations. Et je pense qu'on a quand même des gens dans les strates qui ont quand même cette notion, et voilà, bon, et c'est ça qui est un peu ennuyeux. On va prendre vraiment 2 derniers témoignages de façon très courte, s'il vous plaît, madame très courte. Et monsieur, avec le micro juste devant vous. Je suis une toute petite radiologue également de la région centre, mais une petite radiologue de proximité, c'est-à-dire que je ne fais pas partie, je faisais partie d'un groupe de 4 avec 2 cabinets, donc j'ai été rachetée en même temps que de petits cabinets, Romorantin, Vierzon, de petits cabinets, qui n'auraient pas survécu au départ de leur radiologue vieillissant, parce que maintenant vous ne trouverez aucun jeune qui va aller au fin fond de la campagne, c'est la même problématique, tout seul, assumer en plus un matériel qui coûte cher, un investissement qui coûte cher, du personnel. Donc il ne serait pas venu avec ces regroupements et cette financiarisation. Ça permet qu'ils viennent s'installer parce qu'ils savent qu'ils ont un tuteur. Et quelque part, on est au Conseil de l'Ordre. L'orthopédiste à qui on donne 2 prothèses, c'est quand même son problème. C'est à lui de répondre devant l'ordre qu'il a mal travaillé parce qu'il a accepté de travailler avec ses prothèses. Moi, je suis radiologue. Si j'ai du mauvais matériel, si j'ai un mauvais échographe, eh ben, c'est moi qui suis responsable de mon acte et c'est à moi qu'il faut demander des comptes. C'est pas aux financiers. Et on ne va pas m'interdire d'avoir un financier. Je fais mes choix et j'en accepte les conséquences. Merci. Voilà. Monsieur ? Oui, ça va être rapide. Je ne suis pas radiologue. Mais d'abord, merci à tous pour la qualité de vos interventions, aussi bien dans la salle, parce que j'ai compris plein de choses. J'ai bien compris les enjeux. Il y a un moment, on a parlé du contrôle ordinal. Alors, je voudrais me tourner vers Elisabeth. Je crois que j'ai entendu parler d'une CELAS qui a été radiée dans l'ordre. C'est peut-être pour introduire la conclusion. Quel peut être le rôle de l'ordre à partir du moment où il y a des problèmes avec des CELAS et des CELAS. C'est tout. Madame Cormans, il vous revient donc le devoir de conclure. Oui, puisque l'ordre a pris ce problème à bras-le-corps via les contrats pour l'indépendance professionnelle. Et c'est à cause de cet événement, mais d'autres sociétés qui, bien sûr, sont de la même façon, les contrats vont être revus, que l'ordre a fait un communiqué, puisque nous avons tous décidé en session cette mesure, et je vais vous la lire, en tous les cas les deux tiers. Les limites que nous avons mises, nous avons pensé qu'avec les 25%, nous allions protéger l'exercice des médecins, mais cela n'empêche pas les dérives actuelles avec des financiers qui entrent au capital des sociétés d'exercice libéral, en détiennent le contrôle effectif, remettent en cause l'indépendance professionnelle des associés exerçants et orientent leur activité vers la lucrativité pour seule finalité au détriment de la santé publique. Les efforts que déploie l'Ordre des médecins pour endiguer ce processus ne seront pas suffisants face à la complexité et à l'opacité des montages proposés. La situation n'est pas acceptable et conduit donc le CNOM à demander aux législateurs qu'il interdise la participation des tiers non professionnels dans les selles médicales et que cette mesure ait un caractère rétroactif. Le Parlement et le gouvernement doivent intervenir très rapidement avant que ce phénomène qui prend de l'ampleur ne devienne irréversible. Par ailleurs, le CNOM s'est également prononcé pour l'interdiction pour toute personne physique ou morale n'exerçant pas directement ou indirectement au sein d'une selle médicale de détenir plus de la moitié de son capital social. Cette interdiction, qui contribue également à endiguer les dérives de la financiarisation, devra figurer dans la loi. Donc je pense que les choses soient claires. Les financiers ne peuvent pas intégrer une société d'exercice de la médecine parce que nous n'aurons pas les moyens, nous, de contrôler l'indépendance professionnelle, aux législateurs de prendre ses responsabilités. Ce sera le mot de la fin pour ce débat. Avant d'appeler le docteur Mourgue pour venir faire la conclusion, je voudrais remercier nos orateurs. Vous pouvez les applaudir, c'était passionnant. Merci beaucoup.
Monsieur le vice-président, venez au centre de la scène, quand même. Oui, vous pouvez redescendre à votre place. Monsieur Monk, je vous laisse le micro. Qu'est-ce que vous retenez du coup de cette journée marathon de débat? Je voudrais tout d'abord excuser le président qui, à cette heure-ci, est en visio auprès d'une députée dans la commission spéciale qui vient être mise en place par l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Puisque vous savez que le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, je fais juste un aparté, et qu'on nous promet un parcours législatif particulièrement long, peut-être 1 an et demi, voilà. Alors, je ne ferai pas, si vous voulez, la synthèse des 4 tables rondes, ça serait redondant, et puis il y a une telle arborescence d'idées, de propos, que ça serait en peu de temps un exercice impossible. L'objectif de cette journée, c'était d'animer un débat contradictoire. On a vu des points de consensus et manifestement des points d'opposition, mais je suis particulièrement satisfait, et je vous en remercie tous, de la qualité des échanges dans le respect et la tolérance des propos échangés, et c'est bien ce qui doit animer nos débats au sein de l'institution. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça, en fait, le problème. Après une telle journée, comment essayer d'aller plus loin? Bon. Moi, je crois que l'ordre, modestement, sans hégémonie, j'ai bien compris, de sollicitation, peut être un facilitateur d'une culture collaborative qui favoriserait ainsi l'intelligence collective dans la réflexion plutôt qu'individuelle et favoriserait dans l'innovation dans les solutions apportées. Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris le malaise protéiforme de tous les acteurs. D'abord les patients, qui ont de très grosses difficultés d'accès de parcours aux soins, les professionnels de santé, dont les médecins, bien évidemment, qui ont un taux d'insatisfaction de leur exercice particulièrement élevé. Et vous faisiez allusion, l'un des interlocuteurs ce matin, sur une grande enquête en ligne que nous avions menée en 2016. Il y en a une autre en 2021, dont on parle assez peu, mais les résultats quant à l'insatisfaction des médecins dans leur exercice personnel et l'organisation du système de santé sont à des taux très très critiques. Il y a manifestement une mutation de l'exercice du médecin, avec des missions vraisemblablement nouvelles qu'il faut accepter, mais qui doivent être valorisées en conséquence, des objectifs de santé publique avec cette dimension de la territorialité. Je ne rentrerai pas dans le débat de ce qu'est la juste territorialité. Et puis, aussi les défis de la formation initiale, puisqu'on va demander, outre les sciences médicales pures, à un médecin d'être tour à tour technophile, d'apprendre le numérique, comprendre l'intelligence artificielle et surtout avoir un rapport critique vis-à-vis des décisions algorithmiques qui seront proposées. Et puis, on l'a encore entendu, avoir une culture entrepreneuriale. Donc, dans tout ça, dans cette nécessité de dialogue renouvelé, parce que comme les choses ont été dites, je pense que ça a été dit à maintes reprises, et je crois qu'il faut vraiment en être parfaitement conscient, le système de santé sera réformé. Mais est-ce que le système de santé sera réformé dans l'intérêt conjoint des patients et des professionnels? Rien n'est moins sûr. Et vraiment, il faut surmonter nos divisions. Notre diversité doit être notre richesse et pas notre faiblesse. Donc il faut identifier les acteurs qui peuvent ainsi mener ce travail commun ou en identifier d'autres, et toujours dans l'optique de donner du sens, de la vision et des perspectives à un système de santé dont on admet tous qu'il est à bout de souffle. Voilà, merci en tout cas de votre présence à tous, et merci Michael personnellement. Merci beaucoup.
Merci pour cette journée de débat. Merci pour votre présence. Portez-vous bien, rentrez bien.